Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Encore une petite vidéo Tekken, évidemment, on va pas s'arrêter, on adore le jeu. Alors ça va être une vidéo un petit peu différente des précédentes que j'ai pu faire, des deux premières vidéos qui étaient des vidéos tuto. Aujourd'hui ça sera une vidéo qui sera découpée en 3 parties. En fait ça sera un gros passage sur l'introduction à Tekken. Les 3 vidéos en question porteront évidemment ce nom, Introduction à Tekken partie 1, 2, 3. Je vous spoilerai pas évidemment ce qu'il y a dans la partie 2 et dans la partie 3, mais au vu du titre évidemment, dans cette partie 1, on va parler tout simplement du langage de Tekken, du lexique. On va essayer dans cette vidéo d'en gros résumer tous les mots que j'ai pu utiliser dans mes vidéos, tous les mots que vous entendrez constamment dès que vous jouerez à Tekken, dès que vous regarderez une vidéo. Alors pourquoi cette vidéo ? Alors la chaîne de MindGame Arcade a déjà fait une vidéo sur le lexique à Tekken, mais en étant très développé sur certains points précis et en fait en abordant au total, au final assez peu de mots, peut-être une vingtaine, une trentaine de mots au total. Donc on va être beaucoup moins précis sur les mots, beaucoup moins développé, mais traiter beaucoup plus de mots. Donc j'ai à peu près une page A4 remplie de mots de Tekken que j'ai pu utiliser dans ces dernières vidéos. Alors il est possible que dans le lot j'en oublie, évidemment. Et comme j'ai envie que cette vidéo se transforme en un peu un dictionnaire de Tekken, bah si jamais il y en a que j'ai pas explicité ou que vous n'avez pas compris, bah je pense que ça serait intéressant que vous me le notifiez en commentaire et puis tout simplement je vous répondrai pour essayer de vous expliquer au mieux. Alors quelle est la problématique générale avec Tekken et en fait avec le langage du jeu vidéo en général? C'est que le langage de Tekken a un langage très spécifique au jeu lui-même, au jeu de combat, hein, mais à ce jeu lui-même. Donc on va expliciter pas mal de mots. J'ai essayé d'organiser ça pas de façon alphabétique, c'est-à-dire de ne pas organiser les mots de façon alphabétique, mais de les organiser de façon, je vais dire, la plus logique que j'ai trouvée. On va être évidemment beaucoup moins précis que dans la vidéo de MindGame Arcade, hein, que je vous conseille de regarder, qui s'appelle Lexique de Tekken, je crois. On va commencer assez rapidement, j'ai pas envie que ma vidéo elle fasse 2 heures comme la dernière vidéo. C'est une vidéo qui est censée être plus courte à faire, et puis comme il y en aura 2 autres qui viendront se coller à cette première, qui seront la partie 2 et la partie 3, bah ça viendra compléter évidemment, on reparlera du lexique évidemment. Donc la première problématique qui s'est posée à Tekken, c'est avec notre public extrêmement différent, des Américains, des Européens, des Américains du Sud, des Asiatiques, comment se parler avec un langage universel? C'est un point que MindGame a évoqué. Et ben tout simplement, on va parler en anglais. Premièrement, on va parler en anglais. Ça me semble assez important de parler en anglais, même dans les commentaries, même tout simplement quand vous parlez de Tekken à un ami, dans une vidéo, je parlerai très souvent en anglais parce que premièrement c'est le langage universel utilisé par tout le monde, et puis vous si vous êtes habitué à entendre l'anglais, quand vous entendrez la vidéo d'un anglais ou d'un coréen qui parle en anglais, vous comprendrez bien évidemment plus facilement, et c'est quand même le but d'avoir des informations. Par exemple, vous pouvez pas avoir un level très très élevé en anglais, mais si vous connaissez déjà le vocabulaire, une vidéo qui parlera d'un personnage, vous en comprendrez déjà les bases. C'est évident. Donc évidemment je vais parler quasiment qu'en anglais, dans des termes anglais qui sont en fait presque des termes universels, parce qu'ils sont utilisés évidemment partout. Le deuxième point dans ce langage universel, c'est d'arriver à coder tous les déplacements, tous les coups de façon logique. Et pour ça, c'est pas compliqué en fait, le jeu de combat Tekken spécifiquement ne se joue qu'avec 4 boutons. Vos boutons de déplacement, haut, bas, arrière, droite, et au bas, gauche, droite, et vos boutons de touche qui sont carré, triangle, rond et X si vous êtes sur une manette de PS4, et A, X, Y, B sur une manette de Xbox je crois. Et donc tous les boutons seront codés et s'appelleront toujours de la même façon en fait. Peu importe dans quelle vidéo vous parlerez, le 1 sera toujours le 1, le 2 sera toujours le 2, et le 3 sera toujours le 3, et le 4 c'est pareil. Le but étant évidemment de créer un langage totalement universel. Donc c'est la première chose, l'entièreté de tout ce que vous allez voir, des vidéos combos, de toutes les annotations que vous verrez si vous allez checker des frame data, etc. Ça se composera toujours dans ces termes-là. Donc évidemment, pour les 4 boutons d'attaque, on les a simplement appelés 1, 2, 3, 4, donc 1, 2, 3, 4, et qui correspondent respectivement au point gauche, au point droit, à la jambe gauche et à la jambe droite. C'est toujours comme ça, que vous soyez sur pad, sur manette PS4 ou sur manette PS3, ça sera toujours la même chose, ou même manette de Xbox évidemment. Donc ensuite pour les déplacements, on parlera donc des 4 touches encore une fois.
de back, l'arrière, de forward, l'avant, de up, qui peut correspondre à la fois au déplacement en 3D vers la gauche de votre personnage ou au saut, de down, qui est le déplacement vers la caméra, donc à la droite de votre personnage. Et donc, avec tout ça, juste avec ces 8 mots, 1, 2, 3, 4, et forward, down, back et up, vous allez pouvoir quasiment coder l'équivalent de tous les combos du jeu de tous les personnages. Alors, il y a plus que ça, évidemment. Les personnages ont des stances spécifiques, on en parlera évidemment, ça sera développé, qui viendront complexifier un peu le tout, mais vous m'avez compris, quasiment tout peut être déterminé juste par ces 8 touches. Et donc quand on va parler de 1-2, bah en fait on parle juste d'un coup qui fait 1 plus 2 en fait, quand vous faites 1 plus 2. Donc en gros c'est pas différent que le langage universel, c'est juste deux coups faits en même temps. Et donc si on vous parle de forward 1, ça sera juste faire forward et 1 en plus. Et donc tous les coups vont être déterminés comme ça, parce que bah, quand on vous parle d'un down forward 1, quasiment pour tous les personnages ça sera le même coup, et ça sera toujours forward down en même temps, plus le 1, tout simplement. C'est vraiment tout simple, mais ça permet de comprendre comment le jeu de Tekken se décompose. C'était un point qui avait été abordé, par Mind Game Arcade aussi dans sa vidéo, ce qui est normal, hein. C'est comment comprendre le lexique qu'on évoque tout le temps. Et bah le mieux c'est de savoir le parler, évidemment, et puis ça vient avec le temps, à force d'écouter la même chose. Par exemple, moi j'aime pas trop qu'on parle de 1, 2, 3, 4, parce que bah oui, pour un français ça parlera, mais évidemment si un anglais regarde, il va pas forcément comprendre. Et en plus si un français il entend 1, 2 tout le temps, 1, 2 tout le temps, bah quand il va entendre 1, 2 par un anglais ou dans un commentaire anglais, bah il va pas forcément comprendre. Et c'est un peu le problématique, parce qu'il y a plus de vidéos en anglais sur Tekken que de vidéos en français, évidemment. Donc on passe rapidement là-dessus. Si vous voulez plus de précisions sur comment sont organisés, on va dire, le langage de Tekken directement quand les gens parlent, je vous conseille d'aller regarder la vidéo de lexique de Mind Game Arcade. Donc là on va passer sur des mots, je vais les expliciter un par un évidemment. Alors le principe de combo, tout simplement un mot qu'on va utiliser souvent et qui je pense parle à peu près à tout le monde de façon générale. On parle de combo quand on parle de coups qui sont garantis dans 100% du temps. Vous entendrez ce terme quand une personne est projetée en l'air, par exemple, et que du coup, l'adversaire, là, Heihachi face à moi, ne peut absolument rien faire, en fait. Tant que je la touche, Heihachi est totalement sous mon contrôle. Et si moi, je loupe pas mon combo, et ben, tout ce que je ferai est garanti. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous débutez, bah ça... c'est 100% garanti. Si je ne loupe pas mon exécution, tout est garanti. Donc c'est ça un combo. Et des fois il y a des gros combos comme celui-là qui sont faits après des coups qui permettent de launcher, on en reparlera. Ça c'est des combos qui sont garantis, mais vous avez aussi des micro-combos. Ce qu'on appelle des micro-combos, c'est juste quand vous avez peut-être 1 ou 2 coups de garantie. Par exemple celui-là. Je vais le faire en entier. Voilà, vous avez que ça derrière ce lot là, comme ça, ici. Lot évidemment, un coup bas, on en reparlera. Vous n'avez que ça de garantie. Donc c'est un micro combo, vous n'avez pas un combo complet qui fait 50, 60, 70 de dégâts. Vous avez que 40, 45 de dégâts qui sont garantis. Donc ça c'est pour le combo. Ensuite, le wall combo. Alors le wall combo, je vais expliciter ça très rapidement. Je ferai une vidéo d'ailleurs sur le principe du wall dans Tekken. Parce qu'en fait c'est très important de comprendre comment marche le wall dans Tekken, c'est assez spécifique à ce jeu. Un wall combo, c'est juste la même chose qu'un combo, des coups qui sont garantis à 100%, mais quand l'adversaire est contre un mur, quand l'adversaire a été wall splat, qu'on va expliciter en même temps. Donc quand vous êtes dans un combo, n'importe quel combo... votre adversaire peut être collé au mur comme ça. Il va avoir un effet de coller au mur. Et quand il est dans cette phase de coller au mur, qu'on appelle un wall splat, qu'on peut obtenir de deux façons, soit près du mur, soit en combo, votre adversaire là il est totalement vulnérable en fait. Quand il est au mur comme ça, il est totalement vulnérable. Et c'est la même chose, vous avez des coups de garantie. C'est à dire que là, Heihachi, quand je fais le Dead Fist de Paul, qui est ce coup, bah, en fait il peut rien faire. Il peut juste rien faire, à part juste attendre
et subir le combo. Donc ça c'est ce qu'on appelle un wall combo, des coups qui sont garantis mais quand votre adversaire est collé au mur. Le wall splat c'est l'effet de coller votre adversaire au mur. Vous avez deux façons de l'obtenir, soit vous l'obtenez au fil d'un combo qui vous a permis d'amener votre adversaire au wall, comme ça par exemple, ou soit tout simplement quand il a le dos dans le mur et que vous utilisez un coup qui permet de le wall splat. Voilà, donc ça c'est le wall splat, collé au mur. Ensuite vous avez le filler de combo. Alors dans les combos, il y a, on découpe le combo en plusieurs parties. Et un des points importants d'un combo, on va tous les évoquer, on va évoquer le filler de combo, la screw attack et le ender de combo. Donc par exemple, le filler de combo, ça va être ce qui fait le plus de dégâts dans votre combo. Par exemple, après le down forward 2, donc on vient de l'expliquer, hein, avant, bas, 2, donc le point droit de Paul, vous avez comme ça back 3 et 3-2 qui sont garantis comme ça. Et bien ça sera votre filler de combo. C'est ce qui va faire des dégâts dans votre combo. Et c'est important de maximiser ces dégâts et de connaître les bons fillers de combo. C'est-à-dire que vous avez des fillers de combo qui vont permettre de rapprocher votre adversaire du mur. Il y a des fillers de combo qui vont vous permettre de wall splat votre adversaire si le wall est très proche. Et il y a des fillers de combo quand vous avez un combo classique et que vous n'avez pas forcément le wall à disposition qui juste vont faire des dégâts. Et c'est très important de faire le plus de dégâts possible. Par exemple, il y a plein de débutants qui vont se contenter quand ils vont envoyer l'adversaire en l'air par le launch, on va en reparler d'ici peu, de juste mettre des one comme ça, et puis ensuite de continuer le combo tel quel. Tu vois, juste de faire ça, et puis à la fin de finir avec un petit combo. Et donc là, c'est très important de connaître quel coup vous permet de mettre le plus de dégâts dans tel ou tel combo. Donc ça, c'est le filler, juste la capacité à votre personnage de faire des dégâts dans un combo. Ensuite, vous avez la screw attack. Alors la screw attack dans le neutral, quand vous êtes au sol, tout simplement, c'est des attaques qui font tourner votre adversaire comme ça. L'adversaire là après par exemple le back 1-2 de Paul, il tourne sur lui-même. Donc ça c'est des attaques qui vous mettent très positives, ou qui peuvent mettre au sol d'ailleurs, hein. Par exemple le quart de cercle arrière fort est aussi une screw attack de Paul comme ça. Bon celle-là il met au sol, elle ne fait pas tourner votre adversaire. Mais la spécificité de ces attaques là, des screw attack, ça va être de continuer votre combo. Quand votre adversaire est en l'air, vous avez beaucoup de possibilités. Et ce screw attack, ça va faire tourner votre adversaire comme ça. Votre adversaire va se retrouver dans un principe de screw qui va vous permettre de continuer votre combo, de vous ravancer et de continuer le combo. C'est important évidemment de connaître ces screw attacks suivant ces combos. Et c'est surtout important de bien aller à votre adversaire pour pouvoir mettre les dernières parties du combo. Et donc comme ça, bah, au lieu de juste faire jab, 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 vous allez pouvoir faire plus de dégâts, parce que derrière ça, vous allez pouvoir placer des coups qui normalement ne rentreraient pas dans votre combo. Donc ça, c'est la screw attack, ça vous permet de prolonger le combo. Ensuite, l'ender de combo. L'ender de combo, c'est après la screw attack. Après que votre adversaire soit screw tourne en l'air, et bien vous allez pouvoir le finir, on va dire. Et ça, c'est la screw attack. L'ender de combo, pardon. L'ender de combo, en général, va avoir plusieurs rôles qui peuvent se baser suivant ce que vous voulez de votre combo. Soit l'ender de combo va être wall carry, c'est-à-dire que le but, c'est d'emmener votre adversaire jusqu'au wall pour faire plus de dégâts, jusqu'au mur, l'emmener votre adversaire au mur. Donc, c'est-à-dire que cette attaque va repousser fortement votre adversaire. Par exemple, avec Paul, ça va tout simplement être ça, comme ça. Et donc là, ça va pousser votre adversaire au mur. Soit vous pouvez choisir un ender de combo qui fait, pas forcément qui pousse loin vers le mur, mais qui fait beaucoup de dégâts, par exemple, mais qui va pousser moins loin. Donc vous allez avoir moins de chances d'avoir le wall. Soit l'ender de combo, tout simplement, va vous permettre d'avoir la relevée de votre adversaire, ce qu'on va appeler l'okizeme. L'okizeme va être tout simplement la position dans laquelle votre adversaire se relève. Et suivant quel coup vous avez fait, et ben la relevée adverse sera plus ou moins dure. Par exemple, si vous êtes très proche de votre adversaire quand il va se relever, bah ça va être à vous de jouer. Par exemple, si je fais juste un on-forward comme ça, hop, mon adversaire s'il se relève pas, j'ai un coup garanti. Tout simplement. Alors que si, bah, je sais pas, après le Demolition Man, comme ça, votre adversaire il est très loin, donc c'est très compliqué pour vous de mettre de la pression. Donc ça, c'est l'okizeme, votre choix d'okizeme, c'est-à-dire est-ce que mon adversaire va avoir un okizeme en sa faveur, c'est-à-dire très loin de moi, une situation de relevé très loin de moi, ou une situation de relevé très proche de moi, donc très compliqué pour lui.
Donc, ça c'est votre render de combo qui vous donne différents Okizeme. L'Okizeme, la relevée de votre adversaire, comment votre adversaire va être relevé, dans quelle situation il est. Et l'ender de combo, qu'est-ce que vous avez choisi dans votre render? Dans votre render, vous pouvez choisir la distance au wall, vous pouvez choisir les dégâts, vous pouvez choisir la relevée adverse, tout simplement. L'avantage, en fait. Vous avez l'avantage psychologique et même des frames, hein, tout simplement, des frames dans votre attaque. Ensuite, donc, vous avez le principe de launcher. Alors, le principe de launcher, les launchers seront juste des coups qui vont envoyer votre adversaire dans des positions comme ça, airborne, c'est-à-dire en l'air. Mais pas juste en l'air comme ça, là, l'adversaire il est en l'air, mais vous comprenez bien que là il est trop loin, je peux pas le rattraper avec un coup, c'est pas possible. Mais les launchers, eux, ils vont avoir cette capacité-là, cette capacité d'envoyer votre adversaire en l'air pour vous assurer des coups garantis. Et donc, bah, les launchers, il faut les connaître. Vous avez plein de launchers avec vos personnages, et les launchers, il va falloir les connaître. On parlera des launchers counter hit et du principe de counter hit après, évidemment. Les launchers, il faut les connaître. Il faut connaître pour punir votre adversaire. On reviendra dessus, évidemment. Pour tout simplement faire des dégâts à votre adversaire. Pour savoir quels coups sont forts sur votre personnage. Donc ça, c'est le principe de launcher. Un launcher, c'est un coup qui envoie en l'air et qui va vous permettre de vous garantir des combos. Ensuite, vous avez le principe de la punition. Alors, punir, c'est quelque chose qui est très lié aux data, aux statistiques des coups. On reviendra sur le principe de frame data comme d'habitude. Et la punition, c'est que des fois vous avez des coups qui sont tellement négatifs en garde. Par exemple avec Paul ici, là je suis à -11, que bah, votre adversaire va pouvoir avoir des coups garantis en fait face à vous. Et c'est très important de savoir punish, qu'on va appeler punish, c'est-à-dire mon adversaire il a fait tel coup, il est à -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 suivant le coup. Et moi il faut que j'adapte ma punition en fonction. Donc c'est très important de connaître à la fois les coups qui sont punissables de votre adversaire, quel coup quand il vous met tel coup en garde, quel coup est punissable. Et quand vous mettez tel coup en garde, quel coup de vous est punissable. Parce qu'il faut éviter évidemment de mettre des coups punissables vous, parce que sinon vous allez vous prendre des dégâts gratuits contre les bons joueurs. Et donc le principe de punition, c'est ça, c'est comment garantir des coups, des dégâts, on va dire comment garantir des dégâts suivant les coups de mon adversaire. Par exemple, je vais prendre, je sais qu'il y a celui-là, tout simplement, ce coup, le up forward 4. Il est à -13, et bien votre adversaire, là, Heihachi, en face de moi, bah à -13, il a la capacité, parce qu'il a des coups qui sortent en -13, de me punir ce coup à 100% du temps, tout le temps. Donc c'est ça le principe de punish et de punition. Il faut connaître vos punitions, et il faut connaître quel coup de votre adversaire est punissable. Ensuite, vous avez le... On va prendre les deux ensemble, on va prendre le wall break et le floor break. Alors le wall break et le floor break, ce sont deux situations qui peuvent arriver en combo ou pas forcément. En fait, la richesse de ce jeu fait que vous avez des stages qui sont pas de simples carrés, pas de simples rectangles tout simples, ou pas de simples hexagones, il y a beaucoup de maps en hexagone, mais il y a aussi des maps qui vont avoir des spécificités au niveau tout simplement de leur mur. Parce que vous avez des murs qui, quand vous tapez dedans, vous allez juste wall splat l'adversaire et bah, ça sera garanti derrière. Et vous avez des murs, par exemple dans ce stage là, qui est le stage de Fakumbram, le dernier perso. Le mur que Heihachi a dans son dos, comme ça, c'est un mur qui, tout simplement, peut être cassé pour prolonger un combo. Par exemple, si je fais le Dead Fist comme ça, bah, le Dead Fist à la base, c'est pas un coup, le Dead Fist, qui est censé launcher votre adversaire, qui vous met dans une situation de screw, dans une situation de airborne. Mais le fait qu'il y ait un wall qui se casse dans le dos, et ben ça va vous permettre de prolonger votre combo. Souvent dans les vidéos combo, ça sera marqué par WB, wall break, tout simplement. Ensuite, vous avez le floor break, qui est le même principe, mais avec le sol, tout simplement, et qui, pareil, va vous permettre de prolonger vos combos. Donc vous avez n'importe quel coup par exemple brise le sol, voilà, celui-là va briser le sol de Paul, comme ça. Et pareil, ça va vous permettre de prolonger vos combos. Et donc c'est important dans les stages de connaître les stages, de connaître quels walls sont cassables et quels sols sont cassables aussi. Parce que du coup, vous allez avoir avec des persos, des combos qui sont très optimisés. Je pense à Brian, je pense à Kazuya, je pense à... je veux dire quasiment tous les persos en fait, qui ont des
qui ont des combos extrêmement bien optimisés qui vont vous permettre, je sais pas, de faire un combo. Donc vous avez votre filler de combo, votre screw attack, votre ender de combo. Là votre adversaire, parce que vous avez choisi la distance au wall, il va être wall splat, et là quand il sera wall splat, bah, par exemple vous pourrez briser le sol pour continuer encore votre combo. Et tout ça c'est très important parce que bah, ça va vous permettre de faire plus de dégâts tout simplement. Donc le floor break et le wall break, c'est important de les connaître pour prolonger les dégâts. Et en général bah, ça sera des combos spécifiques qu'il faudra apprendre. Ensuite, c'est vrai que j'en ai pas parlé avec le principe de punition. En revenant au principe de punition, vous avez deux caractéristiques au coup de façon générale. Soit un coup est safe, soit un coup est unsafe. Donc quand vous êtes dans le système de punition, que vous apprenez quels coups vous permettent de punir et comment, vous avez des coups tout simplement qui sont safe, qui seront punissables par aucun joueur. Par exemple, là, ce down forward one de Paul, personne ne peut le punir, parce que le coup il est qu'à -2, et personne n'a de coup qui sort en 2 frames, à une vitesse de 2, et qui permettent de punir ce coup, c'est pas possible. Donc ce coup, en garde, il est toujours safe. Il sera jamais unsafe, c'est un coup qui sera jamais unsafe. Et vous avez des coups qui sont unsafe, donc l'opposé de safe, et qui eux seront punissables. Et là, ça sera à vous évidemment de savoir comment les utiliser, comment les punir quand ils sont utilisés par votre adversaire, tout simplement. Donc ça c'est pour safe et unsafe, c'est quand on parle tout simplement d'un coup en fait, hein, d'un coup. Ensuite pour les coups, donc on va commencer par les coups. Vous avez tout simplement 3 types de coups, vous avez les high, vous avez les mid et vous avez les low. C'est des coups qui ont tous des propriétés, c'est 3 possibilités de coups qui ont tous des spécificités. Les high, ils sont très rapides en général, mais votre adversaire il va pouvoir se baisser en dessous. On parlera de crouch, on va expliquer après. Vous avez les mid qui sont en général un peu plus lents, mais dont votre adversaire il peut pas se baisser, donc c'est important de connaître quels sont vos mid les plus rapides. Et ensuite vous avez les low, ce sont des coups qui vont briser la garde de votre adversaire, parce que votre adversaire de base il est debout comme ça, et vous allez pouvoir toucher l'adversaire même s'il garde debout. Donc c'est très important de connaître ces lows. Et par contre les low, de façon générale, ces coups sont des coups encore un peu plus lents que les mid, mais qui sont un peu plus risqués. C'est-à-dire que du coup votre adversaire il peut pas forcément les voir en réaction, et ça permet de briser la garde de votre adversaire. Mais si votre adversaire il arrive à voir votre lot et à le garder, et ben il pourra vous punir. Voilà, là c'est par exemple, c'est un exemple parfait du punish, du principe de punir. C'est que si votre adversaire il voit votre lot arriver et qu'il le garde, quasiment tous les lots à part quelques exceptions dans le jeu, votre adversaire pourra vous punir en retour. Donc c'est des coups qui sont en général risqués. Donc ensuite dans les high, mid et low, vous avez d'autres noms pour les coups, et c'est là que ça va rentrer, ça va donner beaucoup de possibilités de coups. Et surtout énormément de choses à apprendre. Déjà vous avez le mid spécial, qui est un autre, qui est en fait entre le low et qui est pas non plus un mid. C'est un mid spé, on l'appelle, qui est marqué en vert comme ça. Le down jab est le coup le plus emblématique du mid spé, parce que tous les persos quasiment l'ont, excepté quelques persos spécifiques. Quasiment tous les persos ont un down jab. Donc un down jab, c'est un coup en 10 frames qui high crush instantanément. Vous voyez, Paul il se baisse pendant le coup. Vous voyez, Paul il se baisse. Et du coup votre adversaire il pourra pas vous mettre de coups high, parce que bah tout simplement quand il vous met un down jab, je vais record tout simplement pour montrer, hein. Par exemple il me fait cette phase là, Heihachi. Attendez, j'ai loupé. Voilà, tout simplement il me fait cette phase là, il va me faire 1-1 et un down jab derrière. Vous voyez, j'ai essayé de mettre 1-2. J'ai essayé de mettre 1 comme ça, mais je peux pas parce que en fait Heihachi il est high crush, c'est-à-dire qu'il est baissé, il va esquiver les high. Et il pourrait ne pas être obligé de mettre un coup, il n'est pas obligé de rentrer tout simplement. Si juste il se baisse après son coup, voilà, je pourrais pas le toucher en fait. Voilà, il est baissé sous le coup. Donc ça c'est pour le down jab. Et pourquoi je parle du down jab? Parce que le down jab est un coup qui est mid spé comme ça, vert.
Alors il est marqué juste middle. Et la spécificité des coups des mid-spé, c'est que c'est des coups en général qui high crush, donc qui se baissent et qui esquivent les high, mais qui sont gardables par votre adversaire qui soit debout ou qui soit accroupi. Par exemple, si vous êtes juste en train de reculer, ou juste accroupi, et que votre adversaire il vous met un down jab comme ça, et ben que vous soyez debout ou pas debout, dans les deux cas vous allez garder ce coup. Et donc ça fait que le down jab est un coup qui est défensif, c'est pas un coup qui est offensif. Si votre adversaire il garde, vous pouvez pas l'agresser avec un down jab. C'est pas possible. Donc ça va être un coup qui sera mis si par exemple vous êtes négatif ou que vous avez perdu votre tour, que vous êtes plus censé jouer, et ben vous pouvez quand même le faire pour contrer l'attaque de votre adversaire, tout simplement. Et c'est un coup qui est très important parce que c'est extrêmement rapide, un T-frame c'est aussi rapide qu'un jab, donc qui est le coup universel des persos en one. Et donc c'est très important à savoir utiliser. Donc ça c'est un mid-spé comme ça, c'est un mid-spé. Deuxième chose sur les mid-spé, c'est que ces mid-spé qui sont gardés accroupis ou pas, on peut les low pari, c'est-à-dire que on peut rentrer le pari universel du jeu. On va en reparler après quand on parlera du low pari. Donc pour les coups, ça c'est les low, mid, high et mid spé. Ensuite vous avez des noms de coups universels, parce que Tekken a cette spécificité d'avoir des coups universels qui sont tout simplement qui s'adressent à tous les coups du jeu en fait, quasiment tous les coups qui ont des mêmes propriétés. Donc on va parler par exemple de poke, quand on va parler de coups rapides, et là c'est pas spécifique à un coup spécial, ça peut être un low poke, ça peut être un low poke, ça peut être un poke mid ou ça peut être un poke high. Le poke c'est juste des coups extrêmement, le but c'est que ce soit des coups rapides, mais qui prennent très peu de risques. Vous prenez très peu de risques avec, et vous avez une récompense qui est assez élevée, en général qui est pas folle, vous allez jamais launcher votre adversaire avec un poke, mais ça va vous permettre en général de prendre les frames si ça passe. Par exemple, le poke en high le plus connu c'est tout simplement le jab. Si il passe en hit, vous êtes à plus 1, donc c'est vous qui avez l'avantage, et s'il passe en hit, vous êtes à plus 8, donc vous avez totalement l'avantage. Et donc là, le coup est parfaitement représentatif, c'est un coup qui a très peu de risques, mais qui a un reward, une récompense qui est très grande, vu que vous allez obtenir les frames, tout simplement, vous allez obtenir les frames. Et en général, à level du milieu, on va dire à level débutant, c'est pas des coups qui ont l'air extrêmement forts, ça a l'air d'être juste des coups... Des coups rapides qui font pas beaucoup de dégâts, mais en fait à très très haut level, ces coups là ils sont extrêmement importants en fait. Les Coréens, les Américains, les Français qui ont un excellent level, les Européens, en fait c'est avec ce genre de coups que vous pouvez gagner les matchs. Il y a des joueurs, des Coréens, qui ne jouent quasiment dans 90% du temps qu'avec ce type de coups. Des coups très peu risqués, mais qui vont permettre de gratter votre adversaire comme ça, et de lui mettre une certaine pression, parce que c'est des coups qui sont très rapides, donc vous pouvez les enchaîner pour mettre de la pression à votre adversaire. Ensuite pour les coups, vous avez des coups qui spike. Alors les coups qui spike, ils seront au floor break, c'est-à-dire qu'ils briseront le sol en général, et c'est des coups qui vont aplatir votre adversaire. Quand votre adversaire il est dans une situation de airborne, au fur et à mesure du temps, plus vous le tapez, plus il s'en va. Plus le coup le pousse de vous en fait. Et les coups qui spike, c'est des coups qui vont ramener votre adversaire au sol comme ça. Par exemple, le Down One de Paul est un très bon exemple. C'est un coup qui va taper votre adversaire au sol et qui va donner une situation d'Okizeme, ce dont on a parlé tout à l'heure, très bien pour Paul. Parce que là, Paul, il va pouvoir très facilement remettre la pression à votre adversaire. Alors, je ne vous conseille pas de faire ça, évidemment. Vous faites un vrai combo. Et là, pourquoi pas, pour pouvoir mixer votre adversaire plus facilement. Et les coups qui spike, c'est important de les connaître parce que déjà ils vont être floor break, ils vont casser le sol, mais aussi ça va vous donner des meilleures situations. Après un combo, un coup qui spike vous donnera de meilleures situations. Ensuite vous avez le pushback d'un coup. Le pushback d'un coup, c'est tout simplement la capacité du coup à repousser votre adversaire. Il y a des coups là où avoir beaucoup de pushback c'est très utile, et il y a des coups là où avoir très peu de pushback c'est très utile aussi. En fait, en général les coups qui sont unsafe, donc votre adversaire pourra les punir, comme ça vous donner des dégâts, c'est important qu'ils aient du pushback. Parce que plus ils vont avoir de pushback, plus votre adversaire va avoir du mal à le punir. Parce que, j'en sais rien, hein, je prends un coup, si un coup il est à moins, je vais prendre un exemple, il est à moins 20 par exemple, donc votre adversaire il est censé pouvoir vous punir énormément. Mais si le coup à moins 20 en question vous met très loin,
bah ça va être compliqué de le punir. Par exemple, on va mettre en garde totale. Heihachi, par exemple, le Dead Fist de Paul, comme ça, le quart de cercle avant 2, il est très punissable, il est à moins 17. Donc théoriquement, Heihachi, bah, il est censé pouvoir le launcher, c'est-à-dire mettre un coup qui va mettre Paul dans une situation de combo, d'accord? Sauf que à certaines distances, le pushback de ce coup, il est tellement élevé que bah voilà, Heihachi à cette distance-là, vous voulez qu'il fasse quoi en fait? Il peut pas punir à cette distance-là, il a pas de coups qui... Peut-être avec un électrique il pourrait, mais il a pas de coups qui ont assez de distance. Non, je pense pas même. Mais il a pas de coups qui ont assez de portée pour pouvoir punir. Et donc c'est très important avec les coups unsafe d'avoir beaucoup de portée, beaucoup de pushback, ce qu'on appelle le pushback, la capacité d'un coup à pousser l'adversaire, pour qu'il soit plus safe, qu'il soit plus difficile à punir. Et ensuite avec les coups qui sont des coups rapides, avec les pokes, c'est important d'avoir un pushback faible, parce que votre adversaire il va rester au contact de vous. Donc vous allez pouvoir lui mettre plus facilement la pression. Avec un jab, c'est important que votre adversaire soit proche comme ça. Et le but c'est qu'il soit le plus proche possible, parce que s'il est très proche, vous allez pouvoir énormément le mixer, lui mettre beaucoup de pression. Et ça c'est très fort évidemment. Ça c'est juste très fort. Donc ça c'est pour le principe du pushback. Ensuite vous avez, donc comme je l'ai dit dans les coups, vous avez des coups qui sont high crush, donc qui se baissent et qui vont éviter les high de votre adversaire. Et vous avez des coups qui sont low crush. Donc les coups low crush en général ce sont des coups sautés. Par exemple le up forward 4 de Paul et c'est très facile à comprendre. Et votre adversaire, s'il vous fait... je sais pas, par exemple, les adversaires, ils aiment bien faire quoi? Ils aiment bien vous mettre... Après ça, ils aiment bien vous mettre un low, comme ça. Et vous avez remarqué que Heihachi, bah, à chaque fois qu'il met un jab, il met un low derrière. Au lieu de le garder, tout simplement. Même si vous pouvez le faire, hein, parce que là Heihachi est totalement punissable. Et ben vous pourrez tout simplement lui mettre un low crush comme ça. Et là, vous allez passer... Vous allez totalement passer... J'essaie de choper le bon timing pour vous montrer. Vous allez passer en dessous du coup, au-dessus du coup comme ça. Et vous allez pouvoir le punir. Et donc c'est important de connaître ses high crush et ses low crush. Parce que les high crush vont pouvoir permettre de battre les high. Et les low crush vont pouvoir permettre de battre les low. Tout simplement. Ensuite, vous avez le principe dans les coups de force crouch. Alors on parle de force crouch quand on parle d'un coup qui met votre adversaire accroupi. Alors quel coup il a? Je crois il a... Voilà. Par exemple là, derrière le... Je vais mettre en garde intégrale. Derrière le quart de cercle arrière 2. Vous voyez, Heihachi il est baissé. Il est accroupi, comme ça. Et en fait, c'est une propriété de certains coups qui vont permettre de force crouch votre adversaire. Votre adversaire n'a pas le choix quand il se prend ce coup en garde, et ben il est obligatoirement force crouch. Et c'est important d'avoir des coups force crouch et de les connaître, parce que les coups force crouch, ça réduit les possibilités de votre adversaire. Votre adversaire, il n'est pas debout, il n'a pas accès à son jab, il n'a pas accès à son down forward one, parce que comme il est accroupi comme ça, il va avoir accès à ses coups en étant accroupi. Donc il va avoir accès à ses coups accroupis, et forcément toutes ces options elles vont être restreintes. Donc ça c'est pour les coups force crouch. Ensuite vous avez les coups qui sont, on va les nommer punissables, donc les coups qui sont unsafe en garde. Par exemple, là le coup que je vous ai montré, le up forward 3, bah il est à moins 13, donc Heihachi peut tout simplement me punir. Et ensuite vous avez les coups qui sont launch punissables. Donc launch punissable, quand on va parler de launch punish, c'est des coups qui sont tellement négatifs, qui sont tellement risqués, que il vaut mieux pas pour votre adversaire vous les mettre en garde. Par exemple, tout simplement, le Demoman de Paul, comme ça, il est à moins 31. C'est un lot qui est à moins 31, qui est dans... D'ailleurs, Paul est dans une situation spécifique, on en parlera. Il est dans une situation de stagger. Et ça fait que le coup est tellement négatif, moins 31 c'est énorme. C'est-à-dire que pendant 31 frames, Heihachi peut bouger et moi je peux pas bouger. Donc quand vous êtes dans cette situation là, et ben en fait tout simplement vous êtes launch punissable. Votre adversaire va pouvoir gratuitement, de façon totalement légitime,
vous mettre dans une situation de combo, dans une situation de airborne, là où il va avoir des coups très garantis, totalement garantis. Et donc là, c'est à vous de connaître vos coups qui sont launch punissables, et surtout à pas spammer vos coups launch punissables, c'est une très mauvaise idée. Et le plus important, évidemment, c'est de surtout pas être anticipable sur ces coups, de pas les spammer, de pas les mettre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'un bon adversaire, il va tout le temps vous les punir, et vous allez vous prendre 50, 60, 70 de dégâts, 80, 90 de dégâts s'il arrive à avoir un wall splat. Et donc vous allez vous prendre extrêmement, extrêmement cher. Vous allez être mort, ce qu'on appelle dead. Une situation dead, c'est une situation là où vous êtes pris énormément de dégâts. Donc ensuite, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé du jab. Donc jab qui est un poke high comme ça, très rapide, qui est très universel sur tous les coups. Dans mon tuto de Jack, je l'ai dit, mais Jack n'a pas accès à un jab, par exemple, je l'ai dit. Donc ça veut dire que Jack, il lui manque quoi? Il lui manque un coup comme ça, en one. Et la spécificité de ce coup, c'est que c'est un coup qui sort le plus rapidement du jeu pour quasiment tous les personnages, qui est un coup en 10 frames. Donc quasiment aucun personnage n'a de coups qui sortent en moins de 10 frames. Il y a des exceptions, évidemment, par exemple le flash de Yoshimitsu, qui est un coup spécifique, sort en moins. Mais c'est extrêmement spécifique. Et donc le jab, c'est un coup qui va vous laisser à plus 1 en garde. Et donc ça c'est très fort parce qu'à plus 1 c'est vous qui avez l'avantage. Et qui va vous mettre très positif en hit. À plus 8 et à plus 8 vous êtes vraiment très très positif. Extrêmement positif. Et donc à plus 8 c'est à vous de garder la pression. Et ça c'est un coup universel de quasiment tous les personnages du jeu qui ont accès à un jab comme ça, à un coup très rapide. Ensuite on parle de 1-2. Qui est tout simplement one et two d'affilée, il n'y a rien de plus logique, mais qui est très universel aussi. Beaucoup de persos ont accès à une 1-2, mais pas tous les persos du jeu. C'est pareil, Jack n'a pas accès à une 1-2, Asuka n'a pas accès à une 1-2, il y a des persos qui n'ont pas accès à des 1-2, et en général, la 1-2, elle va servir de pressing, un peu comme le jab, ça va vous permettre de prendre de l'avantage comme ça, c'est très rapide à sortir, de prendre des dégâts, et possiblement certains persos vont punir grâce à cette 1-2. C'est-à-dire que quand votre adversaire comme ça sort en 10, votre jab sort en 10, votre 1-2 sort en 10, et bien si mon Heihachi me fait un coup qui est à moins 10, je vais pouvoir le punir avec ça, tout simplement. Donc ça c'est la 1-2. Ensuite vous avez le Done For. Le Done For qui est aussi un coup universel, mais qui n'a pas une exécution pareille pour tous les persos. Il y a des coups, il y a des persos, ça va être tout simple, ça va être juste Done et 4. Mais Done et 4 par exemple, sur Paul, ça lui donne accès à un autre coup. Ça lui donne accès au Demoman. Donc la manipulation est différente pour Paul. Pour Paul, ça va être Done Back For. Et alors le Done For c'est quoi? C'est un coup qui est très utile lui aussi, parce que c'est un coup qui est High Crush, instantanément. Paul est instantanément baissé. Et ce coup est universel, pourquoi? C'est que sur tous les personnages, le Done For, il va sortir en 12 frames. Il va se faire très peu de dégâts. 7 de dégâts c'est très peu. Mais 12 frames c'est très rapide. Il est totalement high crush et ça va vous permettre pareil d'interrompre votre adversaire. C'est pas un coup d'approche, c'est pas un coup pour ouvrir la garde de votre adversaire parce que vous avez même pas l'avantage. Vous êtes à moins 2 derrière, donc vous avez même pas l'avantage derrière. Mais ça va vous permettre de, si votre adversaire vous met un high, bah, tout simplement de l'interrompre. Et ça peut être mieux que le down jab parce que le down jab, votre adversaire, il peut tout simplement, s'il fait rien, il va le garder. Alors que là, bah, si votre adversaire il fait rien mais qu'il s'accroupit pas, bah, le down for il va passer. Voilà. Et c'est un coup qui a plutôt une bonne portée en général sur les persos. Et c'est pas toujours facile à punir à très longue distance comme ça, le down for. Mais c'est un coup qui est très peu risqué et qui est plutôt un bon coup. Mais c'est des lots, en général les persos ont des meilleurs coups à la place du down for. Ensuite on a beaucoup de persos, encore on va parler de coups universels là, on va toujours parler de coups universels, de coups qui sont très répandus chez beaucoup de persos. C'est le hop kick. Le hop kick, j'en ai parlé tout à l'heure, quand je parlais de coups low crush, c'est-à-dire qu'ils vont esquiver les lows. Le hop kick en général, ça va être un coup en 15 frames qui va launcher l'adversaire, c'est-à-dire que vous avez totalement combo derrière. Vous avez totalement combo derrière. Et en général, soit ça va être votre punition qui vous permet de launch punish votre adversaire en 15, soit ça va être un coup que vous allez mettre en défensif. Si vous savez que votre adversaire va vous mettre un low, vous pouvez passer au-dessus. Et il y a beaucoup de persos qui ont des hop kicks et pas mal d'autres persos qui n'ont pas d'hop kick. Par exemple, Heihachi n'a pas d'hop kick, il n'a pas accès à un coup comme ça rapide qui low crush en mid. Mais, bah je sais pas... Oula, j'allais dire une bêtise. Paul a accès à un hop kick. Lo a accès à un hop kick. Je galère un peu à trouver alors qu'en fait il y en a plein. Shine a accès à un hop kick.
plein de persos qui ont accès à ce coup là. Et c'est important dans votre move list de savoir le faire parce que premièrement ça va vous permettre de launch punish votre adversaire s'il est trop négatif. Et surtout tout simplement ça reste un bon coup que vous pouvez mettre en défensif, tout simplement. Ensuite vous avez l'orbital kick. Alors il faut que je change de personnage pour vous montrer l'orbital kick parce que tout simplement c'est un coup pas forcément ultra universel parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça qu'il a, mais c'est un coup qui est pas mal répandu chez, je dirais, une dizaine, une quinzaine de personnages. Le personnage qui a donné son nom à l'orbital kick, c'est Bryan, et c'est... d'ailleurs, par exemple, Bryan, son hop kick que je faisais avec up forward 4 chez... qui se faisait avec up forward 4 chez Paul et a été remplacé par l'orbital kick. Alors l'orbital kick, c'est un coup de pied en général, mais pas forcément. Par exemple, Fahkumram, il a accès à un simili orbital kick qui n'est pas un coup de pied mais un coup de coude. Et c'est un coup qui est plus lent que le... beaucoup plus lent que le hop kick. Le hop kick ça sort en 15 frames, c'est très rapide. Alors que l'orbital kick il va souvent sortir entre 20 et 25 frames. Et la particularité c'est que c'est un coup qui va low crush. C'est-à-dire que Bryan il est airborne. Attendez que j'y arrive pas. Voilà, Bryan il est en train de sauter. Donc s'il y a un coup low, il va l'esquiver. Et la spécificité de ce coup c'est qu'en général c'est un coup que vous l'utiliserez pas pour punir votre adversaire. C'est trop lent pour punir l'adversaire. Mais par contre c'est un coup que vous mettrez en coup défensif pour faire peur à votre adversaire. C'est un coup qui est difficile à punir en whiff comme ça. C'est difficile pour votre adversaire de punir. On reparlera du terme whiff évidemment. Et qui va vous assurer un combo derrière. Qui va vous assurer un combo. Donc c'est des launchers beaucoup plus lents. Et l'autre spécificité et pourquoi l'orbital kick est un bon coup, c'est que chez tous les personnages qui ont des bons orbital kick comme ça, c'est safe en fait. Comme vous êtes qu'à -5, Bryan est à -5 derrière, vous ne pourrez pas punir Bryan. Bryan est totalement safe derrière. Alors que c'est un coup qui est quand même fort, parce que c'est un coup qui va launcher votre adversaire. Et l'adversaire pourra juste pas le bloquer. Mais le problème c'est que c'est évidemment un peu plus lent que la moyenne, sinon ça serait trop fort. Après l'orbital kick, on va parler du snake edge. Vous en entendrez pas mal parler parce que c'est un coup qui est sur Katarina, qui est sur Alisa. Et encore une fois, c'est Bryan qui a un coup iconique qui s'appelle le snake edge et qui a donné ce nom à tous les autres snake edge. Alors, le snake edge est un coup défensif, comme pour l'orbital kick. Et le snake edge va avoir, on va dire, 3 ou 4 grandes propriétés. Premièrement, le snake edge il est high crush. Bryan il se baisse, donc votre adversaire s'il met un high, vous allez passer en dessous. Deuxièmement, c'est un coup qui launch, donc vous avez un combo qui est garanti derrière. Vous avez un combo qui est garanti derrière. Et ensuite, en général, la grande majorité des snake edge, vous pouvez pas les sidestep. Il y a les... Je sais pas si vous voyez, il y a les sparks blancs sur le pied de Bryan là, et ça veut dire que si votre adversaire il est en train de sidestep, vous allez le rattraper. Alors le problème c'est qu'on se dirait c'est très fort, c'est un coup low, donc qui brise la garde de votre adversaire, qui high crush instantanément, qui launch mon adversaire, et en plus mon adversaire il peut pas le sidestep. Donc vous allez me dire putain mais c'est très fort. Et évidemment à bas level c'est un coup qui est très fort, mais en fait qui à moyen et haut level est très faible en fait, parce que c'est un coup à ne jamais utiliser. Par exemple Jimmy Jetran, le meilleur Bryan au monde, je crois que dans tous les matchs que j'ai vus il a mis le snake edge une fois. Je l'ai vu une fois en 50 matchs que j'ai pu regarder de lui, je l'ai vu le mettre qu'une seule fois. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait c'est un coup qui sort en 29 frames et qui est en fait totalement visible. Ça a pas l'air comme ça pour les débutants, ils le verront pas évidemment les débutants, mais en fait c'est un coup qui en réaction pure, le snake edge et de façon générale les snake edge de tous les personnages sont visibles. Et donc si le snake edge est visible, ça veut dire que votre adversaire il pourra le garder, et s'il peut garder un low, il pourra vous punir. Donc on va parler du snake edge, on va parler du principe de stagger. Alors le stagger c'est une situation dans laquelle se retrouve un personnage quand un gros lot est bloqué comme ça. Et là on a l'exemple parfait avec Bryan. Vous voyez Bryan il se retrouve dans une situation de stagger, c'est à dire qu'il se bloque sur la garde de l'adversaire, il va mettre très longtemps à se relever comme ça.
Et en fait les staggers, c'est des moments qu'il faut éviter, parce que ça veut dire que Heihachi derrière il va pouvoir mettre ce qu'il veut, il va pouvoir me launcher, etc. Et comme je suis à moins 29, moins 26 pardon, comme je suis à moins 26 derrière, bah, il va pouvoir totalement me launcher gratuitement en fait. Donc il faut jamais normalement mettre le Snake Edge. La seule utilisation du Snake Edge, c'est en coup défensif. C'est-à-dire que vous avez anticipé que votre adversaire il allait vous faire un high, et ben vous allez l'utiliser pour passer sous ce high. Mais c'est la seule utilisation. Vous ne pouvez pas vous approcher d'un bon adversaire et mettre le Snake Edge pour briser sa garde. C'est pas possible de faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Parce que tous les bons joueurs vont le voir, vont le bloquer et vont vous détruire. Et c'est pour ça que les Snake Edge, il faut jamais, jamais, jamais les utiliser. Normalement, il faut jamais les utiliser. Ensuite, vous avez la shoulder. Alors la shoulder, on va revenir à Paul évidemment pour parler de la shoulder. C'est un coup que j'ai évoqué dans mon tuto sur Jack. Bon, par exemple, le Don 1+2 de Paul, c'est une shoulder. Donc la shoulder, c'est un coup de punition, soit à longue distance, soit si votre adversaire a loupé un coup. Et en fait, c'est un coup qui va sortir très rapidement. Là, c'est 12 frames pour Paul, c'est extrêmement rapide, hein, 12 frames, ça sort très rapidement. Et en gros, en général, c'est un gros coup d'épaule, un gros coup d'épaule ou un gros coup presque de dos, qui a une très bonne hitbox, c'est-à-dire qui touche très haut et très bas, et qui va vous permettre de punir votre adversaire en réaction comme ça. Si vous l'avez vu louper un coup, hop, vous allez pouvoir le punir. Et l'universalité de la shoulder, du principe de la shoulder, c'est que ce sont des coups launch punissables en garde. Donc c'est des coups très risqués. Et j'entends par très risqué le fait que vous êtes à moins 16. Donc là derrière, je pourrais me faire launcher par un électrique de Heihachi. Il pourra tout simplement m'électrique, donc Electric Wind God Fist, qui est un coup des Mishima, qui launch en normalite en 14-15 frames. Donc ça c'est pour la shoulder. Ensuite vous avez le low high. Alors là je n'ai évidemment pas de perso qui est low high. Donc le coup de low high, en fait en général, le coup de low high est un low, comme son nom l'indique, mais qui va garantir un high. En général c'est un coup assez risqué, parce que votre adversaire il peut duck sous le high et vous launch punish. Donc c'est des coups qui font un peu plus de dégâts que la moyenne, comme ça. Par exemple là si le low est interrompu, je suis à moins 26 derrière, donc totalement launch punissable, mais le coup est très rapide, donc c'est compliqué pour votre adversaire de le voir, faut pas être anticipable sur ce genre de coup. Et le truc c'est que ce coup là garantit le high derrière, c'est-à-dire que c'est natural combo. Donc le principe de natural combo c'est juste que si le premier coup il touche, tout ce qu'il y a derrière touche. Par exemple 1-1, bah c'est natural combo. Si le premier coup touche, le deuxième coup ne pourra pas être garde par votre adversaire. Et donc là c'est la même chose. Les low high ce sont des coups low high comme leur nom l'indique, mais qui sont garantis si le premier coup touche. Et c'est assez rare d'avoir des coups comme ça, et en général c'est des coups qui font un peu plus de dégâts que la moyenne. Ensuite vous avez le delayed up kick. Alors le delayed up kick c'est pareil. Alors c'est un peu plus dur à faire avec... Ah mais peut-être qu'il n'a pas accès à un delayed up kick vu qu'il a accès à un front kick, je ne sais plus comment ça s'appelle. Le delayed up kick... Ah si, il a accès. Voilà, comme ça tout simplement. Le delayed up kick, ça, il a un delayed up kick un peu plus rapide que la moyenne. C'est marrant ça. L'eau a accès à un delayed up kick un peu plus rapide que la moyenne. Alors en fait un delayed up kick c'est un coup universel encore une fois, qui d'abord vous sautez et très rapidement après vous appuyez sur fort. Et en fait c'est un coup qui va faire de très bons dégâts, 25 de dégâts c'est beaucoup, donc c'est un launcher, et qui va vous permettre de punir tous les coups qui ont des staggers ou qui sont très négatifs. Par exemple le Snake Edge de Brian, comme il est à moins 26 derrière, et bien vous allez pouvoir sauter et le punir par un delayed up kick. Et c'est des coups qui en général font plus de dégâts que la moyenne, 25 c'est très bon, et qui sont assez compliqués, l'exécution est assez stricte. D'abord sauter et ensuite... Vous pouvez pas le faire ensemble là. Hop, si je mets ensemble, bah, ça fait un up kick qui sort en 15. Et si j'attends, voilà. Donc vous pouvez les mettre soit en très lent, soit en plus rapide comme ça. Donc c'est un coup à savoir utiliser, mais qui est assez compliqué à utiliser parce qu'encore une fois, bah, dans le neutral c'est très négatif et c'est carrément launch punissable comme on a pu voir pour certains personnages.
Ensuite, on a les coups qui sont backswing blow. Alors les coups qui sont backswing blow, c'est parfait, j'ai le bon personnage pour ça. Ce sont des coups qui reculent, qui ont une propriété qui leur permet de reculer. Donc au même titre que les high crush évitent les high et que les low crush évitent les low, et ben c'est un coup qui crush, qui a un principe d'évasion. Et donc là, ces coups-là vont pouvoir esquiver en général des mid, des high, des low, et qui sont très punissables en général. Comme ça, moins 18, donc c'est très punissable, c'est très risqué, mais c'est normal parce que bah le coup, vous voyez, low quand je fais le coup, il se recule comme ça et en plus il se baisse, et ensuite seulement il tape. Donc c'est des coups défensifs. Si vous trouvez que votre adversaire il reprend l'avantage de la même façon, et ben vous allez pouvoir mettre ça pour le surprendre, tout simplement. Après vous avez les stomps. Alors les stomps évidemment je n'ai pas opté pour le bon perso. Vous voyez hein, c'est des coups universels, mais il y a plein de persos qui ont, on va dire, 5-6 coups universels, mais c'est très rare les persos qui ont tous les coups universels. Dragunov a un stomp totalement. Dragunov a totalement un stomp. Les stomps ce sont des coups qui touchent au sol. C'est le principe même du stomp. Ce sont des coups qui touchent au sol et qui vont faire de très bons dégâts sur les adversaires qui sont au sol. Par exemple, il y a un coup très connu de Dragunov, qui est le back one plus tout comme ça, qui est un gros coup mid, et vous avez un stomp qui est garanti derrière. Donc là on parle, là c'est un micro combo, le coup est garanti, avec un stomp. Donc le stomp c'est des coups qui ne sortent que si votre adversaire il est au sol. C'est-à-dire que si vous êtes dans le neutral, bah le coup il sort pas. Par exemple dans le neutral je fais don 3-4, voilà il sort pas du tout le même coup en fait, il sort le don 3. Parce qu'en fait, le coup ne sort que si votre adversaire est au sol. Et c'est des coups qui font de très bons dégâts hein, de façon générale. Qui font même d'excellents dégâts au sol, c'est tout le principe du coup. Et ça c'est pour éviter quoi? C'est pour éviter que l'adversaire il ait un gros lot qui puisse mettre dans le neutral. Donc là du coup il ne peut le mettre que si vous êtes au sol. Que si vous êtes au sol. Donc un stomp, gros coup qui touche au sol et qui n'est sortable que si votre adversaire il est au sol. Ensuite vous avez le tackle. Alors le tackle c'est un coup universel encore une fois qui se fait en courant. Juste en courant votre adversaire. Ou en 1 plus 2. Non là ça sort tout. Est-ce que j'étais trop loin? Oui j'étais trop loin. L'autre coup c'est encore un coup différent. Quand vous courez sur votre adversaire, vous avez accès à une chope universelle qui va mettre votre adversaire au sol et c'est ça qu'on appelle l'ultimate tackle. Donc il y a certains persos qui peuvent le sortir dans le neutral. Par exemple voilà, la manipulation pour Dragunov c'est down back 1 plus 2. Et ça va permettre à Dragunov de sortir le tackle tel quel, donc dans le neutral. Mais de façon générale, tous les persos ont accès au tackle, tout simplement en courant vers votre adversaire comme ça. Et cette situation là en fait c'est une chope, c'est-à-dire que votre adversaire il peut déchop, il peut sortir de cette situation. Mais c'est une situation compliquée parce que votre adversaire, parce que vous allez pouvoir le mixer et lui mettre des coups. Alors tous ces coups là c'est jamais garanti, votre adversaire il peut tout le temps déchop, mais ça vous donne des mix-up. C'est-à-dire que bah, des fois il faut qu'il déchop, donc il se sépare de la chope en 2, des fois il faut qu'il se déchoppe en 2, en 1 ou en 1 plus 2. Et donc là c'est à lui de savoir, d'anticiper comment il doit déchop tout simplement. Donc ça c'est le tackle. Et ensuite vous avez le slide. Alors le slide c'est pareil, c'est un coup universel qui se fait en courant. Ah oui c'est vrai que Dragunov a accès à un slide différent, évidemment. Donc Dragunov a accès à un slide un peu spécifique qui est plus fort que les slides classiques. Normalement les slides vous êtes obligé de courir pour le sortir, d'être en running et d'appuyer sur 3. Et votre perso il va glisser sur le sol comme ça. Donc il y a des persos comme Lo ou comme Shine ou comme Lee qui peuvent le sortir en étant crouch, le slide. Mais tous les persos ont accès à ce slide. Donc par exemple, Dragunov il a un slide plus fort que la majorité des gens. Parce que son slide il va faire comme ça une animation qui fait plus de dégâts. En général le slide ça fait une vingtaine de dégâts alors que lui ça va lui permettre de faire 40 de dégâts, ce qui est beaucoup mieux. Ensuite vous avez le principe de frame trap, de frame data. On va en parler. La grosse complexité de Tekken et ce qui en fait le jeu, à mon avis le meilleur jeu de combat jamais créé, c'est sa complexité. Mais un jeu trop complexe, bah, c'est pas forcément ultra intéressant. Et en fait c'est parce que c'est complexe
mais abordable. C'est très long évidemment, et qu'est-ce qui en fait la longueur? C'est que déjà, je vous ai dit, les persos ont énormément de coups, 120 coups pour Steve, 180 coups avec les shops pour King. En général, les persos ont une 60 à 70 coups, ce qui est énorme en fait. Et en fait, ce qui est pire, c'est qu'on pourrait se dire, oui c'est beaucoup, mais si on joue les persos, on les apprend. En fait, ce qui est pire que ça, c'est que vous allez avoir des frame data différentes en hit, quand votre adversaire est touché mais qu'il n'a pas mis sa garde. Vous allez avoir une frame data différente en garde, quand votre adversaire il a mis sa garde. Et vous allez avoir une frame data différente quand c'est en counter hit. Alors tous les coups n'ont pas d'animation ou n'ont pas de spécificité en counter hit, mais il y a ce qu'on appelle les launchers counter hit qui vont launcher, qui vont permettre de mettre votre adversaire dans une situation airborne seulement en counter hit. Par exemple, quel est le meilleur exemple avec... par exemple, tout simplement, le forward to 4 comme ça de Dragunov va vous permettre de launcher. Si le deuxième coup il passe en counter hit, et votre adversaire il sera launché. Évidemment. Comme ça, hop. Bon, je sais plus c'est quoi le combo derrière, mais bon, c'est pas très grave. Et donc, c'est ça qui en fait la complexité, c'est que vous avez énormément de coups, parce que quand vous faites one, vous avez un coup, quand vous faites forward one, vous avez un autre coup, quand vous faites back one, vous avez un autre coup, etc., etc. Et en plus, votre coup, il est différent s'il touche en garde, en hit ou en counter hit. Et donc, hit, c'est quand il touche sans la garde, en garde, c'est quand il touche dans la garde de votre adversaire, et en counter hit, c'est quand votre adversaire est touché alors que lui-même faisait un coup. Si votre adversaire fait un coup, mais que vous avez fait que le coup touche avant que son animation se finisse, et ça veut dire que c'est vous qui avez eu raison et vous allez toucher l'adversaire en counter hit. Et il y a plein de coups qui ont des propriétés spécifiques en counter hit, qui vont mettre au sol en counter hit alors qu'ils mettent pas au sol en garde, qui vont launcher en counter hit alors qu'ils launchent pas normalement, etc., etc., etc. Et c'est à vous de connaître toutes les possibilités de vous, de votre personnage et de votre adversaire. C'est ça qui rend le jeu Tekken extrêmement compliqué. Et donc tout ça se complète avec ce qu'on appelle la frame data. Alors je vais assez peu rentrer dans les détails, c'est très long, très fastidieux. Et Mind Game Arcade a déjà fait une vidéo très complète que je vous invite à voir sur la frame data. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la frame data, c'est l'unité indivisible de Tekken. Tout Tekken est codé en frame data, c'est-à-dire que tous les coups sortent à certaines frames, sont positifs ou négatifs à certaines frames, etc. Donc c'est tout ce qui va permettre de coder le jeu, entre guillemets, et de comprendre quel coup est quoi. Parce que évidemment, par exemple, le Down for One de Dragunov, s'il sortait en 25 frames, ça serait plus intéressant, tout simplement. Et donc, tout ça, c'est tout un tas de chiffres qui est très fastidieux pour les débutants, et pourtant il faut se forcer. Vous n'êtes pas obligé évidemment au début de tout connaître sur le bout des doigts, ça ne sert à rien. Mais il va falloir un moment pour devenir plus fort, on est obligé d'apprendre cette frame data, tout simplement pour connaître ses options et connaître les options de votre adversaire. Vous n'avez malheureusement pas le choix. Et donc en fait tout ça c'est un amalgame de chiffres qui se résume par suivant quel coup vous utilisez et comment ça touche votre adversaire, dans quelle situation vous allez être. Est-ce que vous allez être dans une situation de punish? Est-ce que vous allez être dans une situation de désavantage? Est-ce que vous allez être dans une situation de désavantage? De façon générale, je vais résumer très rapidement ce qu'avait dit la vidéo de Mind Game, mais quand vous êtes de 0, donc quand c'est affiché avantage en frame, de 0 à moins 9, vous êtes safe, votre adversaire ne peut pas vous punir. Ensuite, quand vous êtes de 10 à 14, vous êtes punissable. Et ensuite, au-dessus de 14, pardon, je vais reprendre. De 0 à moins 9, vous êtes safe. De moins 10 à moins 14, vous êtes punissable. Et à plus 14, donc de moins 15 à moins 1 million, on s'en fiche en fait, vous êtes launch punissable. Et ensuite, c'est la même chose de l'autre côté. Quand vous êtes de 0 à plus 9, vous avez l'avantage, mais vous ne pouvez pas punir votre adversaire. Quand vous êtes de plus 10 à plus 14, vous pouvez punir votre adversaire. Quand vous êtes à plus de 14, donc de plus 15 à plus l'infini, vous pouvez launch punish votre adversaire. Alors je dis ça très rapidement, mais en fait, les situations sont bien plus compliquées que ça. Si un coup, il est à moins 15, mais qu'il a énormément de pushback, donc de capacité à vous pousser dans la 3D du jeu, en fait, à vous pousser, vous pourrez pas forcément le punir. Parce qu'évidemment, si le coup est à moins 15 mais vous êtes à l'autre bout de l'écran, vous pourrez rien faire. Donc tout est bien plus compliqué que simplement des chiffres, mais il faut comprendre ça, il faut avoir ça dans la tête.
Il faut avoir ça dans la tête. Ensuite, vous avez le principe de frame trap. Alors des frame traps, ce sont des situations dans lesquelles si votre adversaire tape, il va être soit touché, soit launché. Par exemple, le forward 2 fort de... comme ça que je mets, de Dragunov est un parfait exemple. Vous pouvez simplement mettre le premier coup comme ça. Et vous pouvez décaler longtemps le deuxième coup. Et si votre adversaire il veut reprendre l'avantage trop rapidement et taper entre les deux coups, et ben le deuxième coup mid va le rattraper et va le launcher s'il tape ou s'il bouge, tout simplement. C'est ça un frame trap. C'est un piège, et si votre adversaire répond mal au piège, et ben vous allez lui infliger des dégâts. Tout simplement. Bon, ensuite vous avez les options de... Je vais en parler évidemment, donc ça c'est la troisième partie. On est d'abord passé sur l'universalité du langage Tekken. Ensuite on est passé sur pas mal de coups, et là on va parler des options de déplacement. Donc dans Tekken, vous avez le dash, qui est juste faire forward face à votre adversaire. Vous voyez, votre adversaire, vous avez une espèce de... Je sais pas, vous faites une espèce de petite vague, mais on va parler du wave dash après, évidemment. Vous avez donc le dash, tout simplement. Vous avez la marche, qui est juste si vous gardez enfoncé le bouton avant, devant. Et oui, hein, évidemment, ça c'est absolument pas la même chose que ça. Hein. C'est absolument pas la même chose. Là, vous avancez votre adversaire, alors que là, vous dashez en avant. Ensuite, vous avez le backdash, donc c'est en arrière, qui est universel sur tous les persos, et vous pouvez reculer en marchant aussi. Donc quand vous backdashez, ou quand vous reculez en marchant, vous avez votre garde qui est activée. Parce qu'en fait, quand vous faites arrière dans Tekken, arrière manuellement, vous gardez. Normalement, si vous vous déplacez pas, vous avez une espèce de garde automatique, mais certains coups, bah, vous êtes obligé de faire une garde manuelle. Sinon vous prenez quand même le coup. Ensuite, vous avez le cancel backdash, qui est en fait le backdash celui que je fais souvent et que vous me voyez tout le temps faire parce que c'est celui que je maîtrise le mieux, et que comme j'ai pas un très bon Korean backdash pour l'instant, donc c'est celui que je fais. Vous pouvez cancel le premier backdash, vous voyez, c'est assez compliqué de juste backdash en arrière en faisant juste backdash, backdash, backdash. C'est très lent en fait. Et en fait, vous pouvez cancel votre backdash parce que tous les moyens de déplacement sont cancellables les uns entre les autres. Vous pouvez cancel votre backdash par done et refaire un backdash derrière directement. Et ça va vous permettre de reculer plus rapidement que la normale. Donc ça, c'est le cancel backdash tout simplement, qui est le backdash, on va dire le backdash amélioré un peu pour les gens un peu plus forts mais pas très forts non plus. Donc c'est celui que je maîtrise le mieux parce que c'est celui que je pratique tous les jours quand je joue à Tekken. Ensuite, vous avez le cancel backdash beaucoup plus poussé qui s'appelle le Korean backdash, donc des inventeurs évidemment des Coréens qui ont inventé cette technique. Et donc là c'est le même principe qu'avec Don, sauf que le cancel ne se fait pas avec Don, mais le cancel se fait avec Don back. Et en fait c'est beaucoup plus rapide, évidemment je vais pas réussir, de le cancel tout simplement comme ça. Alors pourquoi c'est beaucoup plus rapide de faire ça? En fait c'est parce que quand vous cancellez votre backdash par Down, vous êtes obligé de refaire un vrai backdash, donc de refaire en fait, ce qui se passe là, c'est back, down, back, down, back, down, back, down. Et si vous faites down back, vous allez tout simplement pouvoir faire seulement une fois back. Et c'est ça qui rend le Korean backdash beaucoup plus rapide. C'est que du coup, comme vous ne gaspillez pas un de vos déplacements. C'est-à-dire qu'après après un principe de crouch, vous pouvez tout simplement une seule fois faire back pour backdasher. Et du coup, c'est ça qui rend le truc très fort et beaucoup plus rapide. C'est que bah tout simplement c'est beaucoup plus rapide. Voilà, tout simplement. Et moi mon Korean backdash par exemple il est pas très bon. C'est pas un très bon Korean backdash. Et les meilleurs Korean backdashers du jeu, et ben ils se reculent très très rapidement. Voilà, tout simplement. Ensuite vous avez le sidestep. Donc le sidestep c'est juste faire soit down, soit forward une fois. Donc vous avez le jump si vous laissez enfoncer, mais c'est une option qui est très peu utile dans Tekken parce que c'est pas très fort de jumper. Ou vous avez tout simplement le sidestep. Donc vous avez le sidestep sur la gauche ou sur la droite. C'est très rapide et ça va permettre d'esquiver certains coups de votre adversaire. Et en complément du sidestep, vous avez le sidewalk qui vous permet de sidestep puis de marcher et qui n'a pas la même évasion. C'est-à-dire que le sidestep, ça évade plus rapidement
mais sur de moins longues frames. C'est-à-dire que si votre adversaire a un coup qui est plus actif dans le temps, vous devrez plutôt faire sidewalk, alors que si vous avez un coup qui est très peu actif dans le temps mais très rapide, il vaut mieux faire sidestep. Tout simplement. Ensuite, dans tout ça, vous avez l'anti-sidestep, le principe de homing et de tracking, qui sont des principes de coups. Alors, on va reparler de principes de coups rapidement. Il y a certains coups dans votre move list qui vont être notés, donc tout simplement chez tous les persos, c'est toujours la même chose. Par exemple, parfait. La screw attack va être notée par cet élément vert en haut à droite du coup, tout à droite du nom. Ça veut dire que l'attaque elle screw attack. Votre adversaire est en... Voilà, il se retrouve dans cette situation là. Ce coup est armor, donc armor ça veut dire que le coup va absorber le coup de votre adversaire. Si votre adversaire vous tape en même temps, et ben c'est vous qui allez quand même gagner parce que vous allez absorber l'adversaire. Alors il y a plusieurs choses qui battent les coups armor. Déjà les lows vont briser les coups armor. Et ensuite ce sont des coups qui sont unsafe, donc qui sont punissables par votre adversaire. On peut les appeler les power crush aussi, tout simplement. Ensuite vous avez les coups orange, qui sont les coups wall bounce. Voilà. Qui sont les coups wall bounce. Donc les coups wall bounce, ça va permettre de prolonger un combo si votre adversaire a le dos dans le mur. Voilà. Donc ça va faire rebondir votre adversaire comme ça. Ça va faire rebondir votre adversaire dans le mur, tout simplement. Ça va le faire rebondir. Et ensuite, vous avez les coups qui sont des coups homing, qui sont marqués par le côté bleu. Qui sont marqués par le cercle bleu. Et le principe de ces coups homing, c'est que votre adversaire, comme pour le Snake Edge, qui est un coup homing avec du tracking, c'est que votre adversaire ne pourra pas le sidestep en fait. Votre adversaire, si derrière ça il essaye de sidestep, et ben il va quand même se prendre le coup. Et donc c'est très fort les coups homing parce que ça va vous permettre d'éviter, ça va vous permettre de limiter les options de déplacement de votre adversaire. Tout simplement. Tout simplement. Ensuite, vous avez le low parry. Alors, le low parry, c'est un parry. Donc, parry, on va parler. Parry, en général, ce sont des coups qui sortent plus rapidement que des coups classiques. Donc, ils sortent en moins de 10 frames. Et si votre adversaire tape dedans, c'est vous qui allez gagner. Quasiment beaucoup de persos ont des paris, évidemment. Mais vous avez un pari spécifique qui s'appelle le low parry, qui est un pari universel. Encore une fois, on reparle de cette universalité de Tekken. Et qui a la spécificité de mettre en situation de désavantage. Non, pas du tout, c'est absolument pas ça que je voulais faire. Voilà, tous les coups qui sont des coups... comment je pourrais appeler ça? Qui sont des coups de pied, parce qu'en fait ça ne marche pas avec les armes. Vous pouvez pas parier les armes comme l'arme de la batte de baseball de Negan, ou la batte de baseball de Negan, ou les armes de Noctis. Vous allez devoir trouver d'autres moyens tout simplement. Donc vous avez le low parry qui met votre adversaire dans cette situation là. Je suis trop rapide sur mon low parry, voilà, tout simplement. Vous voyez, votre adversaire il se casse la tête un peu. Et ça, bah, votre adversaire il est dans une situation de combo en fait. Hein. Vous pouvez lui faire totalement ce que vous voulez. Je sais pas du tout c'est quoi les combos opti, évidemment. Je pense pas que ça soit ça, mais bon bref. Donc ça c'est pour le low parry, qui est une option universelle de tous les personnages. Ensuite vous avez encore des positions. Alors vous avez plusieurs positions qui vont se lier à vos déplacements. Vous avez le standing, qui est juste l'effet d'être debout. Vous avez le crouching, qui est crouch, donc l'effet d'être accroupi. Ensuite vous avez le ducking, qui est l'action de s'accroupir. Et ensuite vous avez le whale standing, qui est l'action de se relever. Quand vous êtes en whale standing, vous avez accès à des coups différents de votre standing. C'est-à-dire que... et c'est ça encore toujours plus compliqué. Bah vous avez des coups totalement différents. Totalement différents en crouch ou levé. Ensuite vous allez entendre... Vous pouvez entendre en whale standing, vous pouvez entendre le whale rising. Il y a des gens qui utilisent ce terme là aussi. Ensuite vous avez les gens qui vont utiliser le principe de instant whale running ou instant whale standing. Donc quand on parle de instant, c'est la capacité de faire des coups normalement que vous devez faire en courant. C'est-à-dire que dans une situation de course vous avez accès à des coups. Et bien là ça va être de
de rentrer ses coups instantanément. Par exemple, le Down 2 de Dragunov est un bon exemple, c'est un coup qu'il faut sortir en courant normalement. Et ben là ça va être de la capacité à votre capacité de le faire directement au corps à corps ou très proche du corps à corps, peut-être à mi-distance. Et c'est très compliqué, mais normalement techniquement à cette distance là vous êtes censé pouvoir rentrer votre coup running et c'est vraiment pas facile hein, évidemment. C'est de l'exécution. C'est de l'exécution. Et quand je parle d'instant while standing, c'est quand vous avez instant crouch et instant puni. Par exemple, si vous instant de keep, je sais pas, quelque chose de high très rapidement et que vous le voyez, et ben vous pouvez instantanément vous relever comme ça. Et c'est important de savoir le faire des fois parce qu'il y a des coups, vous allez devoir les ducker en réaction, ou pas forcément en réaction, mais dans une string vous savez qu'il y a un high, et donc vous devez vous baisser pour vous protéger. Et ben ça va être important de savoir instantanément se baisser et instantanément se relever. Évidemment. Pour les paris, donc on a parlé rapidement du pari, on parle de pari quand on parle d'un coup qui ne fait pas de dégâts, mais si votre adversaire tape dedans, vous allez avoir des animations spécifiques qui vont faire des dégâts à votre adversaire. Est-ce qu'il est encore enregistré? Parfait. Trop tôt. Voilà. Donc là, pendant qu'Eyashi m'a tapé, juste avant, j'ai activé le pari de Dragunov. Je suis évidemment... Allez. Trop lent. Voilà. Et ça va donner des animations comme ça. Beaucoup de persos ont des paris, mais c'est pas universel en fait. C'est-à-dire que les paris sont très spécifiques à quel perso là. Ils ont tous des animations différentes, etc., etc. Ensuite, dans les paris, vous avez encore plein de trucs. Vous avez les Sabaki paris, qui sont des coups qui intègrent des paris. Feng a pas mal de Sabaki paris. Et ensuite, on va parler, pour finir, on va parler de whiff et de whiff punish. Alors le whiff, c'est juste le fait de louper un coup, mais pas de le mettre dans la garde, mais de le mettre à une portée là où votre adversaire vous pouviez pas le toucher. Alors là j'ai whiffé un coup. Il y a des coups qui sont très compliqués, donc quand on parle de whiff punish, c'est punir ces coups là. Punir ces coups que votre adversaire a loupé. C'est très important de connaître vos coups qui permettent de whiff punish votre adversaire, parce que bah ça vous encore une fois ça vous garantit des coups. Et le whiff punish, ça se joue dans un jeu de zoning. Quand on parle de zoning, c'est zoner votre adversaire, zoner la distance qui vous sépare de votre adversaire, la situation que vous avez de votre adversaire. Et si vous avez un très bon zoning, et bien votre adversaire il va whiff des coups. Et s'il whiff des coups, vous allez pouvoir le punir, le whiff punish en retour. Et c'est ça, quand par exemple quelqu'un dit ah il a loupé son whiff punish, bah c'est que l'adversaire en face de lui il a mis un coup qu'il a loupé, mais toi vous n'avez pas eu les réflexes pour punir ce coup là. Voilà. On va parler vite zève de quelques coups qui sont un peu moins entendus. On va parler de trois termes qui sont un peu moins entendus. On va parler de cancel. Alors le cancel c'est tout simplement, vous allez l'entendre dans le neutral, dans des strings, dans énormément de trucs. Cancel c'est juste arrêter quelque chose, que ça soit un déplacement, que ça soit un coup, que ça soit une animation. On va parler de cancel en permanence quand ça sera arrêter quelque chose. Ensuite le jail. Alors le jail c'est un coup qui normalement est 2 câbles, mais qui a des propriétés qui fait que l'adversaire ne peut pas se baisser. Par exemple, derrière la string 4-1 de Dragunov, on pourrait se dire, bah oui, c'est un high-high, donc Eyashi pourrait tout simplement se baisser sur le deuxième hit. Et bien si la string c'est une bonne string, comme ça, et bien votre adversaire ne peut pas se baisser. Là cette string est jail, donc si votre adversaire essaye de se baisser, bah ça marchera pas, ça restera en garde. Et ensuite vous avez la situation backturn, qui est une situation par exemple que Mindgame Arcade avait beaucoup développé dans sa vidéo lexique, mais que moi je vais très peu développer, qui est juste une situation dans laquelle des fois vous allez vous retrouver dos à votre adversaire. Et c'est pareil, dos à votre adversaire vous avez des coups spécifiques par personnage, des persos qui ont des coups, beaucoup de gens ont des coups universels, mais il y a des persos qui ont des coups spécifiques quand ils sont backturn. Ça peut être Feng, ça peut être... comment elle s'appelle là? J'ai oublié son nom. Ça peut être Lo par exemple. Et qui ont des coups spécifiques quand ils sont backturn. C'est une situation qu'on voit assez rarement parce qu'il n'y a pas tant de personnes
tant de persos que ça qui sont backturn, mais c'est quand même une situation à prendre en compte. Bon bah voilà, moi je pense qu'on a fait à peu près le tour. Alors c'est une vidéo assez longue évidemment encore. J'espère qu'elle fera moins d'1 heure. Je ferai sans doute des coupes au montage. Pour des trucs là où je me suis répété évidemment. Mais bah voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de tous les mots qui me sont venus à l'esprit quand je les ai écrits. Donc bah voilà, et puis si jamais vous avez des mots que j'ai pas explicités ou dont j'ai parlé dans certaines vidéos et que bah vous aimeriez que je vous éclaire tout ça, bah tout simplement vous me le posez en commentaire et puis bah je me ferai un plaisir de répondre évidemment. Je me ferai un plaisir de répondre. Allez, salut. 話にならんな。